Écoutez, bienvenue à tous et à toutes à ce premier des deux webinaires que nous organisons. Moi, je suis Jérôme Chaplier, je suis responsable du programme Entreprendre pour les générations futures à la Fondation pour les générations futures et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. On est très heureux avec mes collègues de la Fondation de constater l'intérêt énorme pour ce webinaire et pour les jeunes que vous allez découvrir. Que vous veniez parce que vous êtes curieux de découvrir des innovations durables, parce que vous êtes intéressé de rencontrer des jeunes inspirants, parce que vous êtes enthousiaste à voir se développer un entrepreneuriat ancré dans le développement durable, ou tout simplement vous souhaitez poser des questions à ces jeunes développeurs d'idées, je pense que cette petite heure 30 de webinaire va vous captiver. En tout cas, on l'espère. Bon, c'est un peu devenu une habitude pour nous, avant chaque événement, on se pose la question, est-ce qu'à la Fondation, on continue à parvenir à réunir une vraie grande diversité de participants? Est-ce qu'on parvient à sortir les différents secteurs de leur silo pour pouvoir croiser les regards autour de l'entrepreneuriat avec toute la richesse que ça implique? Et à nouveau, la réponse est oui. Quand on regarde la très longue liste des personnes inscrites, il y a parmi vous des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des incubateurs, des petites et grandes entreprises issues d'une multitude de secteurs, des associations, des investisseurs, des administrations publiques et membres de cabinets. On a des fondations, on a des fédérations d'entreprises, on a des journalistes. Voilà. Cette envie de faire se croiser différents mondes, elle est vraiment dans l'ADN de la Fondation et on ne va pas cacher notre joie d'être à nouveau parvenu à ça grâce à vous. Je propose que Emma partage les slides de présentation. Je vais dire quelques mots sur la Fondation. Excusez-moi, j'ai un petit souci d'écran. Voilà. Dus een korte inleiding over de Stichting voor Toekomstige Generaties, voor degenen die ons niet goed kennen. De stichting zet zich al 23 jaar in voor de transformatie van de samenleving op een duurzame manier. Wij steunen degenen die aan de slag gaan om een leefbare wereld door te geven aan de toekomstige generaties. Degenen die innovatieve oplossingen maken voor de milieu, sociaal-economische en democratische uitdagingen van onze maatschappij. Om dit doel van een meer duurzame samenleving te bereiken, vertrouwt de stichting op de volgende generatie. Wij staan aan de zijde van jongeren die denken, die ondernemen op 360 graden op een systemische manier. De stichting financiert hen, brengt hen samen, ondersteunt hen en promoot hen bij andere actoren en het grote publiek. En we doen dat tijdens 4 sleutelmomenten op hun parcours. Ons doel is om een meer systematisch 360 graden visie aan te moedigen. En ons referentiekader is zowel eenvoudig als zeer krachtig. De 4 P's, People, Planet, Prosperity and Participation. En de projecten die u vandaag ontdekt, zijn allemaal geëngageerd om deze 4P-aanpak te implementeren. Notre programme de soutien aux étudiants entrepreneurs est encore récent. Les lauréats sont issus ici de la 3e édition de l'appel, mais il a déjà pu démontrer un grand impact et je tiens à remercier ceux qui rendent cela possible, tant les soutiens privés que publics, et donc remercier ceux qui croient comme nous dans le potentiel de ces jeunes pour réorienter l'économie, non pas de demain, mais déjà l'économie d'aujourd'hui. Il y a le fonds Albert Vanet pour les générations futures, et sa fondatrice, Madame Marguerite Vanet, qui s'excuse, elle est très triste de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais elle n'est pas en Belgique actuellement. La région de Bruxelles-Capitale, au travers du ministre Alain Marron et de Bruxelles Environnement, dans le cadre de leur action en faveur de la transition écologique et économique. Il y a la région Wallonne, à la fois au travers du ministre Philippe Henry et de l'agence Air Climat pour leur action en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et le ministre Willy Borsu, qui a financé 3 bourses dans le cadre de son soutien d'une économie plus circulaire. On remercie rapidement aussi les 4 membres du jury qui ont mis leurs compétences pour analyser les 32 dossiers de candidature reçus, ce n'était pas rien, et les incubateurs étudiants avec qui nous avons une excellente collaboration. Avant de passer la parole à Benoît de Rennes et puis au premier de nos étudiants entrepreneurs, je fais un rapide petit rappel technique. Le premier, c'est de vous rappeler de bien couper votre caméra et votre micro. Le deuxième, c'est de vous suggérer d'utiliser l'affichage intervenant en haut à droite au lieu de l'affichage galerie.
Pour l'interprétation, vous avez une icône avec un globe pour choisir le français ou le néerlandais. Parfois, pour le néerlandais, vous devez choisir l'allemand. C'est étonnant. Et si certains n'ont pas accès à l'option, c'est que vous avez sans doute un problème de version de Zoom. Donc, faire une mise à jour du programme et se reconnecter pourrait être la seule solution, malheureusement. Pour poser des questions, ce sera via le chat, c'est classique. Commencez à les poser pendant les présentations déjà. Et le chat, c'est aussi l'occasion, si vous le souhaitez, de féliciter les jeunes, de les encourager dans leur parcours et de partager des informations utiles. Donc voilà, j'invite Benoît de Rennes, fondateur et directeur de la Fondation, à nous partager un petit mot d'introduction. Benoît, c'est à toi. Si la caméra veut bien s'enclencher, je pense que je n'y ai pas accès. Alors, est-ce que la caméra fonctionne? Elle fonctionnait tout à l'heure, Benoît. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne plus maintenant. L'animateur l'a arrêté visiblement. Je ne sais pas très bien pourquoi. Attends, je vais regarder ce que je peux faire. Je t'invite à peut-être déjà commencer et on va essayer d'activer ta caméra pendant que tu parles. Ok, très bien. Bien voilà. Welcome Irène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aime à dire que lorsque la Fondation s'attaque à une problématique, c'est pour du long terme. Il y a moins de 3 ans que la Fondation se préoccupe de cette phase essentielle qu'est le prototypage. Et je peux le dire, notre engagement n'est pas prêt de s'arrêter, car pour avoir un effet de transformation sur notre société vers une société plus durable, on doit poursuivre l'action pendant de très nombreuses années et c'est à quoi nous nous engageons. Évidemment, entourés par nos partenaires sur le terrain ou derrière nous financièrement, comme l'a rappelé Jérôme. Du coup, 2 mots-clés se dégagent par rapport à cette démarche que nous avons maintenant depuis moins de 3 ans. La fierté de découvrir de nombreux et autant de nombreux jeunes qui s'engagent et l'enthousiasme de découvrir leurs innovations. Alors, ces 3 éditions ont mobilisé à ce jour 122 000 € de bourse pour financer 27 prototypes, tous plus utiles les uns que les autres, et plus de 60 prototypeuses et prototypeurs d'un futur durable. Le prototypage, comme vous le savez, c'est une étape clé, celle qui permet de tester une idée, un concept, d'en développer une version plus aboutie. Soutenir ce prototypage financièrement, c'est donc donner aux jeunes une opportunité de passer de l'idée au produit et donc tenter de se rapprocher d'un marché si ce marché existe. Alors bien sûr, nous sommes en première ligne pour repérer ces développements prometteurs et d'être à leur côté pour les booster. Ce qui est amusant à découvrir presque moins de 3 ans après le lancement de cette initiative, c'est que 5 projets soutenus dans leur phase de prototypage sont déjà revenus frapper à la porte de la Fondation dans le cadre d'autres démarches de soutien de la Fondation, en particulier de ce qu'on appelle l'appel à projet SENSE, qui est un appel à projet qui s'adresse à des startups à impact environnemental positif très élevé. Ce qui est encore le plus important, c'est que sur 23 candidatures SENSE, sur les 5 projets en phase de prototypage déjà financés par la Fondation, 4 sont déjà dans la dernière sélection des 6 finalistes. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration importante de ceux que l'on a soutenus, alors que le jury est tout à fait différent et bien sûr totalement indépendant, comme toujours à la Fondation. Donc c'est intéressant de savoir, on pourra d'ailleurs l'annoncer plus tard dans quelques semaines, si certains de nos porteurs de prototypes ont finalement été soutenus déjà pour un prêt subordonné convertible d'environ 50 000 € dans les prochains mois. Ça démontre que la fondation, qu'une fondation comme la nôtre et la manière dont elle a mis en œuvre ces différentes modalités d'activité et d'action et d'impact peut jouer et joue et doit jouer un rôle clé dans le déploiement de telles innovations durables. Et donc, ceux qui nous soutiennent, ceux qui croient en ce qu'on fait, eh bien, je pense qu'à travers ça, ont également un impact sur le monde de demain. Alors, certains des lauréats que nous soutenons des dernières années actuellement développent ont un excellent mode de développement, ont pu créer déjà leurs entreprises, se lancent dans des levées de fonds. Mais à côté de ces succès, et c'est tout à fait normal, on a aussi quelques projets qui n'ont pas pu concrétiser leurs ambitions, qui se sont arrêtés. Et je dois dire à ces jeunes et à vous qui êtes là aujourd'hui, prendre des risques,
Se lancer dans des initiatives, ça restera toujours une aventure, et pour nous et pour moi, une aventure pleine de sens, quelle qu'en soit l'issue. En Wallonie, à Bruxelles, en Flandre, nous n'avons pas assez la culture de l'échec positif. Franchement, ça nous manque dans notre société. Un échec est souvent vécu comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, dans d'autres pays, un échec est en quelque sorte la garantie que la personne qui se relance a l'énergie du rebond. Donc, quoi qu'il arrive, il y a au bout du chemin une expérience qui vous renforce, vous forme, vous rend plus résilient pour une prochaine aventure. Et c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur si ça devait vous arriver. Bien sûr, l'objectif, c'est pas que ça arrive. C'est donc avec optimisme de voir tout le monde réussir qu'aujourd'hui, on va découvrir 5 superbes projets. Et je vous souhaite que cette découverte se fasse avec immensément de plaisir. Parfait. Merci, merci Benoît. En effet, het is nu tijd voor de presentatie van deze mooie projecten. We zullen dus vandaag 8 winnaars uit de vorige editie 2021 ontdekken, maar ook door een last minute wijziging een winnaar uit 2020 die enkele lessen zal delen over zijn traject als jonge entrepreneur, ondernemer. Het Champel project, dat was gepland vandaag, heeft helaas een tegenslag gehad en wordt dus toegevoegd aan het programma van de webinar van volgende week. En de Bright Energy heeft op het laatste moment toegezegd hen te vervangen vandaag. We danken hen hiervoor. Na de eerste 2 presentaties zullen we het genoegen hebben om Florian Brax te horen van de Brusselse Student Incubator Startlab. Florian zal de sleutelrol uitleggen die deze ondersteunende structuren spelen in het traject van student-ondernemers. Geoffrey, je t'invite à activer ta caméra et ton micro et à nous rejoindre. Et j'invite Benoît à désactiver sa caméra. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Geoffrey, je t'invite à partager ton slide. Donc, Geoffrey est le fondateur du projet Aquaponics Garden. C'est un projet qui est soutenu par l'incubateur de la Haute École en Hainaut. Et comme les autres, Geoffrey va prendre 3 minutes pour nous présenter son projet. Et puis, ce sera à vous de poser des questions pendant auxquelles Geoffrey répondra. C'est à toi, Geoffrey. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Ça fonctionne, oui. Ok, super. Donc, bonjour, mon nom est le jeune Geoffrey. Tout d'abord, excusez-moi, j'ai une webcam qui ne fonctionne pas très bien. Je suis le fondateur d'Aquaponics Garden. Aquaponics Garden a pour but de promouvoir l'agriculture urbaine et plus particulièrement l'aquaponie, afin de permettre au plus grand nombre de se lancer dans cette belle aventure en disposant des connaissances et des ressources nécessaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'aquaponie est une savante combinaison de 2 modèles d'élevage et de culture. Tout d'abord, l'aquaculture, qui est l'élevage de poissons et d'autres organismes aquatiques, et l'hydroponie, qui est la culture hors sol de plantes grâce à de l'eau enrichie en matière minérale. Alors, ce système de production permet d'élever ensemble des poissons et des végétaux dans un écosystème naturel. Bien que l'idée de combiner l'élevage de poissons et la production de légumes est loin d'être nouvelle, l'intérêt pour l'aquaponie est en constante évolution depuis ces dernières années. En effet, celle-ci répond à de nombreux enjeux de ce siècle. Alors, tout d'abord, une demande de nourriture en forte augmentation d'ici 2050, avec moins de ressources et des aléas climatiques qui se font déjà ressentir. L'aquaponie est également un système de production respectueux des écosystèmes existants. Elle offre un meilleur rendement avec moins de ressources. On parle souvent d'économie d'eau de plus ou moins 90%. Elle peut se pratiquer sur des sols non cultivables et généralement, les rendements sont 40% supérieurs à une culture en terre. Elle permet de développer un modèle économique alternatif où le consommateur redevient acteur et où les producteurs se rapprochent du centre-ville, limitant ainsi leur impact carbone et favorisant les circuits courts. Elle a également un impact positif sur la santé et le moral et le portefeuille des ménages. Elle permet de recréer des liens sociaux, que ce soit l'échange de connaissances, des récoltes, des semences, parce qu'au final, jardiner, c'est partagé. Alors, grâce à la bourse pour les générations futures et à l'argent reçu, j'ai pu développer mon activité, tout d'abord en créant un webshop sur lequel je propose
des semences potagères, aromatiques, micro-pousses et des graines à germer, de l'engrais vert et bientôt des fleurs comestibles. Nous proposons également de la nourriture pour poissons 100% naturelle, à base d'insectes. Celle-ci ne contient pas de farine animale qui vide nos océans, ni de colorants, ni de conservateurs. Alors, on a un autre projet qui s'articule autour des mouches soldats noirs. Pour l'instant, je propose des œufs de mouches de soldats noirs afin de permettre à chacun de se lancer dans le larvicompostage. Alors, les prochaines étapes de notre développement, c'est tout d'abord produire des micro-pousses en aquaponie à destination des restaurateurs et des particuliers, de proposer des formations d'initiation en aquaponie afin de permettre au plus grand nombre de se lancer. Et donc, cette formation sera vraiment orientée vers un poisson comestible et en particulier la truite, parce que c'est un poisson vraiment bien de chez nous. Et alors, la partie la plus innovante de mon projet se situe au niveau des outils informatiques que j'ai développés. Ils permettent de contrôler et d'automatiser des systèmes aquaponiques. Et j'espère à terme pouvoir proposer des systèmes clés sur porte entièrement automatisés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Geoffrey. Alors, comme souvent, le premier à intervenir, je t'invite à peut-être arrêter la diffusion, enfin ton partage d'écran, comme ça on va pouvoir te voir. Et donc, voilà, comme je disais, souvent, la première personne, elle est face à des participants qui ne sont pas encore chauds, qui ne sont pas encore prêts à bombarder de questions. Donc voilà, je vous invite, vous qui avez pu suivre cette présentation, à poser. Nous allons prendre 6-7 minutes pour faire cela. Alors, je vais peut-être arrêter. J'essaie de... Oui, pas de Oui, souci. j'essaie, mais je n'y Il n'y arrive a pas pas. de souci. Tu as un très joli canard, mais on va essayer de Oui, voir comment. j'aime la photographie aussi. Voilà. Voilà. Pas de C'est souci. fait? Ah, super. Alors, non, je n'y suis pas, je suis pas arrivé. Ah, mais Je j'essaie demande aussi de mon à ma côté. collègue qui est co-animatrice. Voilà. Alors, il y a une première question, le temps qu'on règle cette question de partage d'écran, ce n'est pas très grave. Je ne sais pas si... Il y a deux premières questions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut commander en ligne et donc comment se fait la livraison? Il y a une deuxième question, on va prendre les deux premières et puis on passera aux autres. C'est, donc tu as parlé de la mise en place d'un e-shop grâce à la bourse. Oui. Quand tu as fait la demande de la bourse, à quel stade tu étais? Quelles ont été les avancées qu'a permis notamment la bourse? Donc, la première question sur la livraison et la deuxième sur l'évolution du projet grâce à la bourse. Alors, au niveau des livraisons, on propose plusieurs livraisons, que ce soit le retrait ici à Naline. Je travaille avec Mondial Relais, je travaille également avec La Poste. Enfin, j'ai toute une série de livraisons, donc il n'y a vraiment aucun souci pour la livraison. Et alors, au niveau de l'avancée, grâce à la bourse, j'ai vraiment pu acheter le nom de domaine, j'ai pu développer, donc j'ai fait ça sur PrestaShop, comme j'ai fait des études en informatique, et j'ai vraiment pu acheter les modules pour être conforme au RGPD. Enfin, vraiment, la bourse m'a vraiment permis de créer l'e-shop, en fait, oui, effectivement. Parfait. Encore deux autres questions. Tu as parlé de formation. Est-ce que tu offres des formations en ligne? Et une deuxième question qui est très différente. Est-ce que tu as pensé déjà peut-être à des systèmes adaptés à d'autres lieux, comme par exemple en Afrique? Alors, vous pouvez juste me répéter les deux questions? La première, c'était la question des formations en ligne. Oui, donc pour l'instant, il n'y a pas de formation en ligne. Je travaille vraiment une formation sur site parce que l'idée est de faire plus ou moins 4 heures de théorie et après le repas, vraiment venir visiter ma serre. Et là, c'est vraiment une formation plus pratique, donc où les gens peuvent voir le fonctionnement et l'aspect beaucoup plus technique, quoi, pour que chacun puisse refaire le même chez soi, que je veux dire. Très bien. Alors, il y avait une question, en fait, je vais switcher. Il y avait une question justement, et puis je reviendrai à celle sur l'Afrique, qui demandait si, tiens, ça ne prend pas un peu trop de place comme installation pour les particuliers. Quelqu'un qui voudrait ça chez lui, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à installer ou qui prend… Oui, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile. Donc, j'ai déjà plusieurs prototypes qui vont du petit meuble d'intérieur dans lequel je fais pousser des aromates pour dire d'avoir tout ça près de la cuisine. Et ici, ma serre fait 24 mètres carrés, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en aquaponie, le rendement est beaucoup plus élevé. Parce que comme l'eau vient directement aux plantes, les racines se développent moins et c'est le dessus de la plante qui se développe beaucoup plus.
Et donc, on parle de rendement supérieur de 40 à 100%. C'est des chiffres de l'APIVA, hein, qui est le premier centre de recherche et développement en aquaponie en France. Et le rendement s'explique plus rapide par le fait que les plantes poussent plus vite. Par exemple, des salades, j'arrive à les faire à 5 semaines, or qu'en terre, c'est 8 semaines. Et on peut cultiver beaucoup plus serré, on peut cultiver en étage. Donc voilà, ça prend beaucoup moins de place qu'une culture en terre. Oui. Merci. Alors, je profite pour glisser, je glisse à Geoffrey, mais ce sera valable pour les suivants aussi. On a des interprètes, et donc n'hésitez pas à parler, je vais me l'appliquer à moi-même aussi, il n'y a pas de souci, à parler le plus lentement possible pour faciliter leur tâche. Je reviens sur 2 dernières questions. La première, c'était celle, as-tu pensé à des utilisations hors Belgique, par exemple en Afrique pour ceci? Et puis je passerai à la dernière question. Disons que pour l'Afrique, c'est vraiment la culture qui serait vraiment idéale parce qu'il manque d'eau, des choses comme ça. Et j'ai plusieurs contacts avec l'Afrique et l'Algérie, déjà à qui je fournis des semences, surtout en Kabylie où il y a eu pas mal de dégâts ces derniers temps et on essaye de relancer avec des amis la production de légumes là-bas. Voilà. Il y a un des participants qui travaille pour une ONG au Bénin. N'hésite pas à lui envoyer Ah ben voilà, oui. ou que lui le fasse. Et maintenant, la dernière question. Quels ont été les obstacles les plus difficiles à surmonter? Évidemment, on sait que ce n'est pas un parcours toujours tranquille, celui de jeunes monteurs de projets. Quels ont été les plus gros obstacles et l'aide la plus appréciée que tu aies rencontrée? Alors, les obstacles, c'est qu'au départ, c'était un peu méconnu. Ça faisait un peu bizarre de dire j'élève mes légumes grâce à des truites. Et les premières questions à l'époque, hein, c'était est-ce que les légumes ont un goût de fiente de poisson ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment un peu. Voilà, je paraissais un peu pour un bobo à l'époque. Et ben, la plus grande aide que j'ai eue, c'est la Fondation pour les générations futures. Merci pour ça. Voilà, écoutez, merci à vous d'avoir posé cette première salle de questions. Merci à Geoffrey pour ses réponses. Je t'invite, Geoffrey, à arrêter ta caméra Oui. et ton micro. Et j'invite Casimir. Ik nodig Casimir om de camera aan te zetten. Dus we gaan nu verder met het volgende project. TOCA. TOCA werd ontworpen door Casimir en Louis. Ondersteund door Durf Ondernemen in Gent. Casimir. Ja, ik heb hetzelfde probleem waar ik mijn camera niet kan activeren, omdat die gedeactiveerd is door iemand van de stichting. Oké, dat is een beetje raar. Sorry, voilà. We doen dat. Voilà. Hopelijk werkt het nu. Voilà, Ja, sorry. super. Dus voilà, het is aan jou, Casimir. Dank u wel. Goedemiddag, ik ben Casimir, co-founder van TOCA en ik vertel u vandaag graag meer over onze missie om emissies te verminderen in de scheepvaart met behulp van machine learning. De scheepvaart is voor velen een onbekende industrie, met als gevolg dat er heel veel problemen onder de radar blijven. Een van die problemen is hulfvouwing of de aangroei van mariene organismen op de romp van een schip. Dat leidt tot meer weerstand en meer brandstofverbruik. En om dat te counteren, zullen duikers om zoveel tijd onderhoud doen om die laag aangroei te verwijderen. Timing is hier cruciaal en het is daar dat het vandaag vaak misloopt in de industrie en waar wij verandering in willen brengen. Wordt er te vroeg gekuist, dan wordt er naast de laag aangroei ook een hele laag verf verwijderd, toxisch actieve verf, die dan in het lokale klimaat terechtkomt en dat vernietigt. Dat is toxisch heel actieve verf. En dat is dus de reden waarom er bijvoorbeeld in havens en rondom havens geen leven is in het water. Daarnaast beschadigt het ook de romp van het schip, wat leidt tot meer weerstand en meer brandstofverbruik. Aan de andere kant van het spectrum, kuis je te laat, zullen die organismen groeien tot macro-organismen die heel groot zijn. Die leiden ook tot meer weerstand en meer brandstofverbruik, maar hebben ook het extra nadeel dat bijvoorbeeld organismen uit Azië zich kunnen hechten aan de romp, meegesleurd kunnen worden naar Europa, daar lossen en daar het lokale klimaat totaal overnemen. Een voorbeeld daarvan is de Chinese wolhandkrab, dat in Europa miljarden aan schade heeft aangericht en nog meer schade heeft aangericht, dat onkwantificeerbaar is aan het milieu. Nu, voor de rederijen zelf is het belangrijkste nadeel hier het extra brandstofverbruik.
wat voor hun een van de grootste kosten is. Dus als dat met 4% toeneemt, is dat gigantisch voor hen. En het is enkel door goede timing dat je dat kunt compenseren. Nu, de reden dat dat zo moeilijk is vandaag, is omdat ze werken met methodes zoals links, waar je ziet heel veel ruis, heel veel onzekerheid op de performantie van het schip. En het komt omdat er heel veel secundaire factoren daar een invloed op hebben, zoals golven, wind, stroming, laadcondities en nog veel meer. Dat zorgen voor die ruis, waardoor iedereen geen helder zicht hebben op de eigenlijke performantie van het schip. Wij zijn hier met machine learning en big data van sensoren en satellietinformatie rond weersinformatie in geslaagd om al die secundaire factoren te gaan leren en hun effect op het schip te gaan leren, om deze dan te compenseren en een heel helder beeld, zoals je rechts ziet, te gaan schetsen van wat is nu de eigenlijke zuivere performantie van het schip. En daarmee kunnen ze dan het optimale moment vinden om dat onderhoud te doen. We hebben 2 pilootprojecten gedaan met 2 van de grootste Belgische rederijen. Je ziet dat daarmee gemiddeld 6% aan brandstof bespaard kan worden. 6% is een relatief klein getal, maar het is absoluut een heel groot getal, gegeven de schaal van deze schepen. Die 6% komt neer op 3 ton minder aan brandstof per schip per dag, of 2700 ton CO2 minder per schip per jaar. Ik ken persoonlijk heel weinig andere toepassingen van machine learning die zo'n gigantische ecologische impact kunnen hebben. Het is dan ook ons doel met Tokwa om op korte termijn die technologie in de handen te krijgen van zoveel mogelijk rederijen over heel de wereld, zodat die besparingen gerealiseerd kunnen worden. En daarnaast zijn we ook toepassing van deze machine learning model aan het uitbreiden naar andere applicaties die brandstof kunnen besparen, zoals betere routering, rekening houden met het weer, of het optimaliseren van snelheid, omdat dit echt wel helemaal bovenaan de agenda staat bij alle reders om brandstof te besparen op de heel korte termijn. Dus dat is onze focus met Tokwa en ik ben heel benieuwd naar jullie opmerkingen en vragen. Dank je, Casimir. Dat is inderdaad een heel belovend impact. Eerste vragen hier en ook de felicitaties van anderen. Dus welke achtergrond hebben jullie in de scheepvaartsector? En hebben jullie de machine learning modellen volledig zelf ontwikkeld? Of werken jullie samen met een extern bureau hiervoor? Ik ben zelf van opleiding handelsingenieur en dan heb ik een master in data analytics gedaan en daar eigenlijk alles rond machine learning en data science geleerd. Het concept is eigenlijk ontstaan vanuit mijn thesis dat ik schreef in mijn laatste jaar, samen met een van de Belgische rederijen. Dus zij hebben mij data gegeven, maar alles rond machine learning, et cetera, hebben we oorspronkelijk zelf gedaan. En dat doen we nog steeds. Dus we zijn in C een machine learning organisatie. En het is eerder over de maritieme sector aan zich dat we nog moeten bijleren. Maar nu, ongeveer een jaar verder, zijn we wel vrij goed geaard in de industrie. Maar dus inderdaad, machine learning doen we volledig zelf. Y a-t-il d'autres questions? J'invite les personnes qui ont leur micro activé à le désactiver. Beaucoup en tout cas de félicitations pour cette superbe initiative. N'hésitez pas, en plus des félicitations, à poser quelques questions à Casimir. Et je tiens à préciser, on vous a glissé, Benoît vous a glissé que certains projets se développaient très bien, étaient même arrivés à un stade où ils peuvent commencer à lever des fonds. Sachez que Tokwa fait partie des finalistes de l'appel Sense. Benoît a mentionné qu'ils étaient 4 parmi les 6. Et voilà, dans 2 semaines, Tokwa aura le plaisir de passer devant le jury et qui sait de pouvoir activer une prochaine phase de leur développement. Je vois que 2 nouvelles questions sont arrivées. Welk business model gebruik je, Casimir? Et une deuxième que je pose déjà. Who as potential customers have you already spoken to? Qui sont vos clients potentiels avec qui vous avez déjà parlé? On va traiter ces 2 premières questions, le business model et la cliëntele potentiële. Ja, dank u wel. Op de eerste vraag, ons model noemen wij zelf Machine Learning as a Service, als een variant op het typische SaaS-model, de Software as a Service, omdat we ons zoveel mogelijk willen focussen op de machine learning zelf, niet zozeer op de front-end. Dus eigenlijk gewoon een recurring revenue model, dus een vast bedrag per schip per jaar, is het businessmodel. Dan de volgende vraag, wie zijn onze mogelijkste klanten? Dus we hebben ik heb mijn thesis geschreven bij CMB en dan ons eerst betaald project was bij Euronav, de grootste Belgische rederij. En momenteel hebben we al 2 andere pilootprojecten lopen. Eén bij Bergen Bulk, een Singaporese bulkrederij. En gaan we ook een project
project doen op een schip van MSC Cruises, het 9e grootste cruiseschip in de wereld. Dus toch wel grote namen. Trois nouvelles questions, dont des questions plus techniques. La première, est-ce que techniquement, ça signifie que chaque navire est suivi par satellite? Ja, inderdaad. Maar dat is altijd zo. Elk schip wordt eigenlijk op elk moment getracked door satellieten. Dat is legaal verplicht dat zij altijd hun locatie delen. En dan zullen we inderdaad achteraf op basis van de locatie en een timestamp zelf daar weersdata aan gaan toevoegen. Dat beschikbaar is bijvoorbeeld via het programma van Europa of van DVS. Het zijn allemaal gratis beschikbaar online. Het is gewoon een kwestie van die samen te voegen. Tu as mentionné des grandes compagnies maritimes commerciales, mais est-ce que c'est aussi destiné à des particuliers qui souhaiteraient agir par rapport à leur bateau de plaisance? Ja, wel, het probleem van fouling is zeker ook iets dat aanwezig is voor kleinere schepen. Nu, onze oplossing zal waarschijnlijk economisch geen steek houden voor zo'n schepen. Want om ons model te maken hebben wij bepaalde sensordata nodig. En die sensoren houden een zekere vaste kost in, dat het eigenlijk oneconomisch maakt om deze te investeren op kleine schepen, maar enkel voor hele grote schepen. Onze focus ligt dan ook op schepen die minstens 150 meter lang zijn. Vanaf dan wordt het economisch rendabel. Alors, l'étape du nettoyage est évidemment importante. Est-ce que déjà il y a une attention et qu'est-ce qui existe peut-être pour éviter des produits trop toxiques qui pourraient du coup en réduire l'impact positif? De certes améliorer l'enjeu de l'utilisation du carburant, mais à côté de ça, d'utiliser des produits plus nocifs. Est-ce que pour cette étape-là, il y a déjà des alternatives plus écologiques qui existent? Als ik de vraag goed begreep, of er meer ecologische alternatieven bestaan op die toxische verf? Is dat de vraag? Pour le nettoyage du fouling. Ja, dus het is een heel omstreden topic, omdat er eigenlijk dag van vandaag niet echt een goede oplossing bestaat. Als het slecht is, het een is minder slecht dan het andere. Er zijn bepaalde alternatieven, waar dat ze niet meer voor toxisch actieve verven opteren, maar eigenlijk een heel harde fiberglass coating, die niet beschadigd kan worden, maar waar er dan wel heel snel aangroei op komt. En dat zou te leiden dat die rederijen quasi elke week of om de 2 weken zo'n duiker in het water moeten sturen, wat dat dan ook weer niet gewenst is, want dat kost geld en die duikacties op zich zijn eigenlijk ook gevaarlijk. Dus het is telkens een balans maken tussen allemaal negatieve impacten en tools natuurlijk op lange termijn om dat zo in zijn totaal te minimaliseren. Oké. Dan nu de laatste 2 vragen. Er is een vraag van Tom over je ervaring met de IMEC Start als accelerator. En de tweede vraag is over je break-even. Hoeveel heb je moeten investeren en wanneer denk je break-even te draaien? De tweede vraag is de vraag. Ja, ik zal beginnen met de eerste vraag over IMEC iStart. Dat is voor ons een heel goede, heel positieve ervaring geweest. We hebben daar enorm veel aan gehad. Veel zaken die onzichtbaar zijn aan de buitenwereld toe, gewoon de coaching, de mentoring. Als je een vraag hebt rond iets, zullen zij je perfect aarden of doorverwijzen naar de juiste mensen of zelf die antwoorden geven. Ook in workshops doe je enorm veel matureren als bedrijf. Maar misschien het belangrijkste is dat dat echt wel dient als een soort van quality label naar de buitenwereld toe. Zeker als je klanten heel grote rederijen zijn, die heel sceptisch zijn op startups, doet dat heel veel om die bevestiging te hebben van oké, een accelerator, zo bekend als IMEC iStart, staat achter jou. Oké, we zullen dan toch op zijn minst de moeite doen om een keer te luisteren en dan begint de bal te rollen. Dus dat doet heel veel voor ons. Naast natuurlijk al die onzichtbare voordelen die ik vermeldde. We zijn heel dankbaar voor IMEC iStart daarvoor. En investeren, hoeveel heb je moeten investeren en wanneer denk je break-even te draaien? Dus we hebben zelf een deel gelegd, dan een deel van IMEC gekregen. En dan hebben we ook een project lopen met de European Space Agency, waar ze wat geld geven, omdat wij Copernicus data van hun gebruiken. En wanneer denken we break-even te draaien, is denk ik de vraag die elke start-up beantwoordt zou willen zien. Ik denk de moment dat wij 2 of 3 hele grote rederijen hebben, die volledig op ons systeem draaien en die ook bereid zijn om onze volle prijs te betalen. Want nu merken we in de vroege dagen als start-up, gaan zeker grote bedrijven, het is een heel onevenwichtige relatie tussen een start-up en een grote rederij, gaan zij vaak maar een fractie van uw volledige prijs willen betalen. Dus het zal wat van de onderhandelingen afhangen
vanaf wanneer dat we break-even zullen zijn, maar liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Okay. Bedankt Casimir, merci pour ce beau partage d'un projet qui, je pense, a impressionné pas mal de participants. Je t'invite à arrêter ta caméra et ton micro et on va proposer à Antoine. Voilà, chez Antoine, ça a fonctionné d'un coup. Antoine va nous présenter le projet WeShelf. C'est un projet qui a été lancé avec un groupe de 5 étudiants, Antoine, Benjamin, Sébastien, Henri et Cyril. C'est un projet appuyé par l'Incubator à Louvain-la-Neuve. Antoine va nous en dire plus, c'est à toi. Donc effectivement, bonjour à tous, je m'appelle Antoine et je suis ici pour parler du projet WeShelf que nous avons effectivement fondé à 5. Nous sommes plus que 3 dans le projet, donc Benjamin, Sébastien et moi-même. Avec le groupe, on a décidé en fait de s'attaquer à un problème qui est un problème majeur de notre société, c'est nos données et qui a en fait nos données. Et en fait, nous avons remarqué qu'il y a une énorme dépendance des GAFAM par rapport à nos données. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas offrir les services des clouds classiques aux utilisateurs, aux PME belges, mais tout en les faisant garder leurs données chez eux. C'est pourquoi nous avons décidé de créer WeShelf. Avec WeShelf, nous avons réalisé une technologie qu'on connaît bien tous, qui est le disque dur externe. J'ai un disque dur externe, vous avez sûrement des disques durs externes chez vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous fournir une box à laquelle vous allez connecter votre disque dur à la box. Vous allez connecter la box à Internet. Et comme par magie, nous allons transformer votre disque dur à vous, avec la box, en votre cloud personnel. Ainsi, vous aurez accès à des données qui sont chez vous et vous aurez accès partout dans le monde. Vous aurez accès à des services tels que des drives, tels qu'un WeTransfer qui sera décliné en WeShelf Transfer, mais à la grande différence que vos données restent chez vous. Le grand avantage est que ce n'est plus les GAFAM qui ont vos données, c'est vous qui les avez. C'est important pour notre société d'avoir ça parce que les GAFAM ont un pouvoir énorme socialement sur nous, un pouvoir économique gigantesque et également un pouvoir de pression grâce à la quantité de données, au pouvoir économique qu'ils ont sur nos États. Et donc, c'est important que les Européens, les Belges, on redevienne acteurs de ce milieu et qu'on reprenne le contrôle de nos données. Où en sommes-nous grâce à la génération future? Donc, nous sommes quasiment à la fin de notre développement. Comme vous avez pu voir sur le slide précédent, il y avait notre web app. Vous avez pu voir qu'elle est quasiment finie. Nous allons rentrer dans une phase de bêta testing où nous allons tester notre système et aussi faire accréditer notre sécurité informatique. Et grâce notamment au financement de la génération future, nous allons passer d'une électronique standard à une électronique modulaire. Pourquoi c'est si important de passer d'une électronique standard à une électronique modulaire? Il faut savoir pour qu'un produit comme le nôtre, l'impact environnemental du produit sur toute sa durée de vie est en majeure partie composé à plus de 50% de la conception de ce produit. Et donc, nous voulons vraiment rentrer dans une économie circulaire où ce n'est plus une économie de biens, mais une économie de la fonctionnalité, où nous optimisons la durée de vie de nos box, la réparabilité de celles-ci et également la réutilisation des composants des box qui seraient cassés. C'est pour ça que nous voulons étudier l'électronique modulaire. En novembre, nous espérons faire nos premières ventes et nous espérons en février avoir fait plus de 200 ventes et ainsi avoir montré que le proof of concept et pouvoir lever 200 000 € pour réellement s'attaquer à l'électronique modulaire et continuer notre marche en avant. C'est ainsi que la présentation se finit. Est-ce que vous avez des questions? C'est parfait. Tu fais toi-même les transitions, Antoine. C'est nickel. En tout cas, voilà, il y a en effet déjà des questions. La première, c'est une question de Charlotte qui demande en quoi la technologie en fait est différente d'un NAS. Et je t'invite à peut-être arrêter ton partage d'écran. Ouais. On peut profiter de toi pleinement. Alors, c'est une excellente question. C'est une question qui revient souvent. Donc, ce qu'on va réellement faire par rapport au NAS, c'est que ce qu'on vend, c'est réellement réutiliser les disques durs. Il n'y aura pas de stockage dans notre box en tant que tel. Nous réutilisons les disques durs qu'il y a chez vous, mais le produit est effectivement quasiment le même, à la grande différence que notre produit se veut clé en main. Donc, vous le branchez, vous branchez Internet, vous n'avez rien à faire. Et donc, si vous n'êtes pas informaticien ou si vous n'êtes pas dans du domaine de l'IT, vous savez quand même utiliser notre produit qui est souvent le grand frein par rapport au NAS à en acheter un. Ok. Est-ce que vous comptez proposer une formule avec juste la partie logicielle, par exemple pour des personnes qui ont déjà un Raspberry Pi? Alors, c'est une question assez intéressante que nous n'avons pas encore étudié la façon d'offrir une formule gratuite.
Donc, on n'a pas encore étudié la question, mais je vois que c'est Noé qui a posé la question, mais c'est une très bonne question et pourquoi pas au final proposer cela pour ceux qui voudraient l'utiliser. La question n'était pas tant le côté gratuit, mais est-ce qu'il y a une formule qui pourrait exister avec cette partie? C'est totalement faisable. C'est totalement faisable. C'est totalement faisable. J'ai reçu une autre question en message direct. On sait que tout le monde est assez sensible à la question de la protection des données et du piratage. Donc, comment la box assure-t-elle une protection des données qui sont sur le disque dur? À partir du moment où elle est connectée à Internet, on sait que ça peut créer des stress au niveau du piratage. Alors, en effet, il ne faut pas qu'on se rate sur ce point-là. Et donc, nous faisons tout au mieux pour qu'il n'y ait zéro piratage. Il y aura un audit de la société grâce notamment au chèque entreprise de la Solfin qui permet de faire ça. Donc, il y aura réellement un audit de la sécurité informatique. Nous avons des bases en sécurité informatique, donc on fera tout pour que ça soit impossible. En informatique, rien n'est impossible, mais je pense qu'on arrivera à tendre très, très fort vers c'est impossible de nous pirater. Et donc, vous ne devez pas avoir peur. Nous arriverons à une sécurité aussi élevée que vous ayez chez Google ou autre. Une autre question, ce qui souvent séduit dans les solutions de type cloud, c'est le fait de ne pas perdre les datas quand il y a un problème de vol ou notamment d'incendie. Donc, comment la box permet d'assurer en même temps une solution cloud, mais en même temps, vu qu'elle est basée sur un disque dur, le fait qu'elle puisse ne pas être perdue. Alors, ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de bonnes questions. Il n'y a que de bonnes questions, oui. Effectivement, si vous voulez réellement posséder vos données, alors notre système est très bon. Après, si vous voulez utiliser notre système pour autre chose et quand même avoir une redondance des données pour éviter que si jamais votre maison brûle, vous ayez toujours votre donnée. Ici, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites ami avec une autre personne du réseau et vous dites « on partage nos disques durs et chacun une copie des disques durs de l'autre » ou soit vous faites confiance à WeShelf et nous avons du coup une copie sur nos serveurs à nous qui serait du coup payante. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème sur si jamais votre maison brûle et que vous perdez vos disques durs, il n'y a aucun souci. Ok, merci. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Comme tu le vois, beaucoup de questions très pertinentes jusqu'ici. Je n'en vois pas à ce stade. Je vais encore laisser 10 secondes, parce qu'on sait que parfois c'est au moment où on arrête de poser les questions, je crois que c'est arrivé quasiment à chaque fois pour les précédents, qu'une dernière question arrive, donc je donne éventuellement quelques secondes pour une dernière. Ah ben voilà, c'est de l'occasion. Alors, le prix. Le prix est de 150 € la box, donc si vous comparez à des services cloud classiques, au final, en moins de 15 mois, vous rentabilisez le prix de votre box, et donc ça c'est le prix. Parfait, très clair, très précis. Voilà. Est-ce qu'on peut connecter, c'est une question qui m'arrive par message direct, est-ce qu'on peut connecter plusieurs disques sur une seule box? Alors effectivement, il y a jusque 4 ports USB sur nos box, donc vous pouvez connecter jusqu'à 4 disques durs. Après, si vous achetez une extension de port USB qui démultiplie les ports USB, vous pouvez en mettre 8, vous pouvez en mettre 12. Après, je ne sais pas si la box est capable d'assurer autant de disques durs, mais il n'y a pas réellement de limite de capacité de stockage sur nos box. Ni d'utilisateurs. D'ailleurs, vous pouvez être plusieurs utilisateurs sur une même box, etc. Donc, il n'y a aucune limite sur nos box. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions et pour ce très beau projet également. Voilà, je propose de faire un petit détour avant de passer aux deux derniers projets qui seront Straight Up et Bright Energy. Le petit détour, on va le faire vers un des partenaires clés de la Fondation et de ses étudiants. Ce sont évidemment les incubateurs étudiants. Ils ont un rôle clé pour stimuler les jeunes, pour les renforcer. Et nous vous proposons d'entendre le témoignage de Floriane du Start Lab à Bruxelles, qui est un partenaire depuis la première édition de la Fondation et a d'ailleurs été l'incubateur de 3 des lauréats de 2019 et 2020. Floriane nous fait une courte présentation sur en fait quel est ce métier d'incubateur, quel impact ça amène pour les étudiants notamment. Ça nous semblait très intéressant étant donné la complémentarité très forte entre l'action de la Fondation et celle de ces incubateurs, de pouvoir vous permettre aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans les coulisses de l'incubation de tous ces beaux projets. Floriane, je te laisse la parole.
Oui, merci Jérôme. Bonjour à tous. Je vais projeter, si je peux, mon écran. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Ça fonctionne. Super, génial. Mais donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Floriane. Je suis programme manager au Start Lab. Donc, je suis responsable de l'ensemble de l'accompagnement de nos jeunes au sein du Start Lab. Je vais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'un incubateur. Alors tout d'abord, un incubateur au sens large, c'est donc un organisme qui va aider et accompagner donc, à la création d'entreprises. En Belgique, je pense que c'est important de faire la distinction entre deux types d'incubateurs. Donc, on va avoir les incubateurs jeunes, dont le Start Lab, mais aussi donc, Incubator, Venture Lab, Linkube, Student Lab à Charleroi ou encore Start Lab Ishek. Et alors ensuite, il y aura tout le reste des incubateurs qui sont soit publics, soit privés et certains sectoriels. Donc moi ici, je vais plutôt parler de notre cas à nous, donc les incubateurs jeunes. Donc, je pense qu'on a tous une mission commune, c'est de vraiment mettre toutes les chances de réussite du côté des jeunes qui souhaitent lancer leur projet entrepreneurial. Alors nous, au Start Lab, comment ça se passe? Donc on propose tout d'abord un programme qui est commun à tous les jeunes qui veulent nous rejoindre. J'y reviendrai sur le slide juste après. Mais alors on va aussi proposer du coaching en one-to-one avec des entrepreneurs un peu plus expérimentés. On va aussi proposer des permanences avec certains experts dans de nombreux domaines, donc que ce soit de la comptabilité, du marketing, de la finance, etc. On va aussi proposer à nos jeunes de se former via des masterclass à la carte, pareil sur des thèmes aussi marketing, finance, pitch, vente, etc. Pour justement pouvoir éventuellement se remettre à niveau si certains topics leur font défaut. On organise aussi de nombreux événements de networking, parce que le réseau est très important quand on se lance en tant qu'entrepreneur. On propose aussi, en tout cas c'est le cas du Start Lab, des espaces de coworking parce que pour nous, un des éléments le plus important, c'est la communauté des entrepreneurs. Et donc, elle se crée en grande partie en travaillant ensemble tous les jours au même endroit. Donc, nous, en tout cas, on a la chance de pouvoir le proposer au Start Lab. Et alors ensuite, on propose aussi des événements inspirants. Donc, on fait venir des entrepreneurs pour partager leur expérience. On fait venir des experts dans certains domaines pour venir à la rencontre de nos jeunes. Alors, pour ce qui est donc du programme, et là, pareil, c'est le cas du Start Lab, mais je pense que c'est une méthodologie qui est commune à beaucoup d'incubateurs jeunes. On utilise la méthodologie Lean Startup. Donc, c'est une méthodologie qui part du postulat que pour lancer un projet qui fonctionne, il faut que ce soit un projet qui parte d'un besoin et non pas d'une solution. Donc, la plupart des jeunes qui arrivent chez nous ont une idée de ce qu'ils ont envie de faire. On va leur demander d'un peu l'oublier, de la mettre de côté et de passer à l'étape qu'on appelle donc de l'empathie, donc aller à la rencontre de leur clientèle potentielle pour vraiment apprendre à la connaître et identifier quels problèmes est-ce que cette clientèle rencontre pour ensuite seulement passer à la partie définition et idéation, donc brainstormer sur une solution potentielle qui pourrait répondre à ce problème-là. Alors ensuite, il y a la partie donc, prototype, qui est souvent au début plutôt du prototype. Donc, c'est vraiment créer une version de sa solution avec très peu de moyens financiers et techniques et de temps pour aller la tester rapidement auprès de sa clientèle et valider si oui ou non il y a un réel product market fit avant d'investir encore plus de temps et d'argent dans son projet. Et donc, ces différentes étapes en fait se réalisent sous forme d'itération. Donc, on les réalise plusieurs fois d'affilée. Dès qu'on a les résultats de nos tests, soit on continue si tous les feux sont au vert et si certains feux sont au rouge, on recommence et on itère comme ça. Et donc justement, quand est-ce qu'on travaille généralement avec la Fondation pour les générations futures? C'est dans la partie évidemment prototype. Donc comme je le disais, nos jeunes généralement font plutôt des prototypes car ils ont un grand manque de financement. Et grâce à la Fondation, on peut justement leur proposer d'aller un step plus loin et de réaliser un réel prototypage.
Alors ici, je vous ai mis quelques chiffres. Bon, alors ça, c'est les chiffres du Start Lab parce que forcément, je n'ai pas les chiffres agrégés pour tous les incubateurs étudiants. Mais donc, on voit que nous, sur l'ensemble des projets qu'on accompagne, environ 23% créent leur entreprise. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que sur ces 94 entreprises créées, on est à 70% d'entreprises qui sont encore en activité. Donc, nous, évidemment, ça nous conforte dans notre rôle et ça permet du coup aux jeunes de pouvoir créer des bases solides pour leur projet. Alors ici, je voulais vous partager aussi quelques success stories. Donc, on a par exemple Alteria, qui est donc un dispositif de réalité virtuelle pour permettre à des entreprises qui doivent former leurs collaborateurs à des manipulations très techniques, de le faire de manière virtuelle afin de diminuer les coûts. Donc, c'est chaque fois les vraies photos des vrais entrepreneurs que je vous ai mis ici. On a Binfluence, qui est donc une plateforme de nano-influenceurs. Donc, c'est tous les influenceurs qui ont, je pense, environ 10 000 abonnés sur leur compte Instagram. On a Notedesk, qui est donc un dispositif pour pouvoir travailler un petit peu partout. Donc là, je vous ai mis sur la photo une de leurs solutions, mais ils en ont d'autres qui sont assez populaires, justement, surtout pendant le confinement, ça a plutôt bien fonctionné. Et alors évidemment, on a Casidomi, qui est donc notre projet qui a levé le plus de fonds chez nous et qui est donc une plateforme qui propose un ensemble de produits durables, que ce soit de l'alimentaire ou aussi tous des produits d'entretien de maison. Voilà, c'était très introductif, hein, Jérôme, j'espère que c'était ce à quoi tu t'attendais. En tout cas, si vous avez des questions, moi je peux vous répondre pour ce qui est du Start Lab. Vous pouvez toujours me contacter à l'adresse qui est reprise ici. Et je vous invite évidemment aussi à aller visiter notre site web si vous voulez plus d'informations. Merci Floriane. En effet, l'idée était au travers de votre expérience à vous et de votre façon de fonctionner, d'illustrer, mais on sait que chaque incubateur a parfois ses spécificités, ses manières d'accompagner. Peut-être signaler que les lauréats de cette année-ci sont suivis par 11 incubateurs différents. On a celui de la Haute École en Hainaut, on a ID Factory, on a Brio, le Green Lab, l'incubateur de l'Antwerp Management School, Durf Ondernemen, qui a eu 2 lauréats, le Venture Lab, Start at K, Linkube et l'Incubator. Et d'ailleurs, tu n'as pas mentionné, mais le Start Lab a été donc l'incubateur de 3 des lauréats, Bobo, P-Cycle et Tulipal. Oui, voilà. Je propose, si vous le souhaitez, de poser quelques questions à Floriane, si vous voulez un peu mieux comprendre les coulisses de l'incubation. On va se donner en temps court 2 ou 3 minutes pour éventuellement prendre, s'il y en a, quelques questions. N'hésitez pas. Moi, j'en avais une sinon. Est-ce qu'il y a, on voit quand même qu'il y a une myriade d'incubateurs. Hein. On est nous partenaires de plus d'une vingtaine de structures. Est-ce qu'on sent quand même que parmi eux, les éléments de durabilité, parce que parfois ce n'est pas nécessairement dans l'ADN de départ de l'incubateur, est-ce que la notion de durabilité est en train, on le constate, de vraiment percoler dans l'accompagnement des étudiants et de leur business model? Oui, tout à fait. Hein. Donc, je pense que les jeunes sont très sensibles à ce topic-là et la plupart des projets qui postulent chez nous, en tout cas, intègrent la dimension environnementale et sociale dans leur business model. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Très bien. Et donc, peut-être préciser que la façon dont on fonctionne avec les incubateurs, c'est que nous obligeons les candidats à être suivis. On part du principe que c'est important d'avoir une structure qui les accompagne en amont et en aval de tout leur parcours. Et donc, tous les projets que vous voyez maintenant avaient l'obligation d'être suivis par une des structures d'incubation. Voilà, on est très heureux de cette collaboration en tout cas. Nous aussi. Pour très longtemps, merci. Voilà, merci Floriane. Et je propose de passer au projet suivant. Dus volgende project is Straight Up. Het is een project van Lisbeth en Quinten. Ze hebben Straight Up ontwikkeld met de steun van Durf Ondernemen. Lisbeth is nu alleen in het project en ze zal ons meer laten weten over Straight Up. Lisbeth? Ja, dank u voor de introductie, Jérôme. Ik kan alleen mijn video opnieuw niet aanzetten. Oké, ik zal het nu regelen. Dank u. Voilà,
Normaal gezien Ja, doet het. Voilà. ja, voilà. Perfect. Zo, oké. Goed. Goedemiddag allemaal. Ik ben Liesbeth. Ik ben kinesiste en doctoraatstudent aan de Universiteit van Gent. En ik geef jullie graag een woordje uitleg over StraightUp. Nu, het doel van StraightUp is om rugklachten de wereld uit te helpen. En dit gebeurt nu door de ontwikkeling van een intelligente wearable die de rug doorheen de dag kan monitoren. Kijk, ik kan blijkbaar niet. Toch wel. Dus die wearables die kunnen op verschillende plaatsen op de werkkledij vastgemaakt worden. En zoals je hier kan zien, kan dat ter hoogte van de rug, maar ook ter hoogte van de schouders. En die wearables die gaan gedurende de werkdag de houding en de beweging van werknemers gaan capteren. Op die manier wordt er informatie verzameld en die informatie die kan preventieadviseurs en ergonomen gaan helpen om risicosituaties beter te kunnen gaan detecteren in die werkomgeving. Daarnaast krijgen de werknemers zelf ook real-time en gepersonaliseerd feedback via een trilsignaal dat in de wearable zit. En via een app worden er ook achteraf gepersonaliseerde aandachtspunten en tips voorgesteld en gegeven. En zo kan ook de progressie heel makkelijk worden opgevolgd door de persoon zelf. Het doel is om op die manier echt gevaarlijke gewoonten heel doelgericht te kunnen gaan aanpakken. Naast dat gebruik op de werkvloer is het doel ook om op termijn via telemonitoring in de medische sector patiënten en therapeuten te gaan ondersteunen. Nu, StraightUp wil ook een maatschappelijke impact maken door een gezonde rug een basisrecht te maken voor iedereen. En dat door een betaalbaar product te ontwikkelen dat toegankelijk is ook voor iedereen. Daarnaast gaat die wearable ook een totaaloplossing geven voor verschillende betrokken partijen. Het ondersteunt zowel de gezondheidsexpert op de werkvloer, maar ook de drager van de wearable zelf. En door in te spelen op gewoonteverandering wordt dan ook de oorzaak van het probleem echt diepgaander aangepakt. Door bewust te gaan kiezen voor duurzame materialen en ook het gebruik van wegwerpmaterialen te vermijden, blijft ook de impact op het milieu beperkt. Nu, met het geld van de Stichting voor Toekomstige Generaties wordt een prototype ontwikkeld. En hiermee kunnen wij een product market fit verder gaan aftoetsen en onze eerste klanten benaderen. En de bedoeling is ook hiermee investeerders te gaan aantrekken. Ik wil graag afsluiten met een kleine oproep. Ik ben op dit moment op zoek naar een co-founder met technologische achtergrond die mee de schouders onder het project kan zetten. Dus geïnteresseerden mogen mij altijd contacteren. Dank u wel voor de aandacht. Ik ga even stoppen met delen. Dank u, Liesbeth. Dus voilà. Ja. Ik heb al hier een vraag. Hoe ver staat de ontwikkeling van de wearable en de app? Doen jullie die ontwikkeling zelf of maken jullie gebruik van externe bureaus? Ja. Op dit moment is er een eerste prototype. Dus een eerste prototype met de basiselektronica in. En de bedoeling is om met dat eerste prototype zo snel mogelijk testen te gaan doen. Om zo te kijken, er is een heel complexe interactie nodig tussen die hardware- en die softwareontwikkeling. En de bedoeling is echt stapsgewijs die ontwikkeling te kunnen gaan doen. Zowel door die intern in team te gaan ontwikkelen, maar ook samen te werken met externe partners. Dus echt een mix van beide te doen, om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling heel doelgericht gebeurt en dat er geen onnodige ontwikkelingen gebeuren die nog niet afgetoetst zijn in het werkveld. Merci. Une autre question qui est arrivée en français. Peut-on imaginer que les frais médicaux qui sont liés au maux de dos soient plus faibles pour des personnes utilisant l'appareil de manière préventive, ou est-ce que c'est quelque chose de difficile au niveau réglementaire? Ou peut-on imaginer, par exemple, que l'appareil soit en partie remboursé par la mutuelle? Zeer goede vraag. Dat is in de toekomst zeker de bedoeling. In eerste fase werken wij nog niet met een medisch apparaat, dus een medisch toestel, en wordt het ook nog niet echt in een klinische setting gebruikt. Maar op lange termijn is het doel om dat wel te gaan doen. Dus echt ook patiënten, therapeuten te gaan ondersteunen. En het grote doel is daar inderdaad om
ongelooflijk betaalbaar te maken voor die eindgebruiker, zodanig dat iedereen er ook baat bij heeft en het kan gebruiken en dat het effectief kan terugbetaald worden door RISIF. Maar dat is natuurlijk, ja, dat zijn iets langere procedures, dus dat is eerder het lange termijnvisie. Maar is zeker het doel. Bedankt. Wat zou de verkoopprijs zijn, schat je? Ja. Zeer goede vraag. Er zit nog natuurlijk een zeer vroege fase van het prototype, dus is ook nog niet 100% duidelijk hoeveel dat die ontwikkelingskost en dat de kosten voor onszelf zullen gaan zijn. De bedoeling is natuurlijk om die prijs ook ervoor te zorgen dat de prijs veel lager ligt dan de kosten die nu gepaard gaan met mensen die op de werkvloer uitvallen door ziekteverzuim. Dus dat is iets dat we nog op langere termijn moeten gaan bepalen. Als we nu gaan kijken naar hier en daar gelijkaardige producten dat we zien, dan spreken we toch voor de bedrijven qua kostprijs richting 300-400 euro per jaar per werknemer. Maar dat zijn natuurlijk kosten die gedragen worden door het bedrijf en die ook zeer goed opwegen ten opzichte van de kosten die zij verliezen aan mensen die uitvallen via ziekte. Qua pricing voor een langere termijn, dus mocht het product ook particulier op de markt komen, zijn dingen dat we nu nog niet echt kunnen bepalen. Zie je al interesse uit de markt? Ja, absoluut. Op dit moment zijn er gesprekken aan de gang met een aantal grote bedrijven in de sectoren van logistiek, retail en industrie, waar dat er echt al een incentive is om te gaan betalen voor de eerste testpiloten. Dus die interesse is er zeker. Je vais dire deux questions qui sont liées. La première en français, comment le dispositif peut-il identifier clairement une pratique nuisible, une mauvaise habitude chez un individu, ou est-ce que ce sont juste des données physiologiques qui sont enregistrées sur la personne? Et la question que je lirai à ça, wat meet de wearable precies op en op welke manier worden mensen bewust gemaakt van meer ergonomische houdingen? Ja, het antwoord op de eerste vraag is wat dat de wearables exact gaan opmeten, is de kanteling van de sensor. Die wordt mee opgemeten, waardoor dat er een inschatting kan gemaakt worden of dat bijvoorbeeld iemand een doos aan het optillen is op een correcte manier door een beetje door de benen te buigen of door de rug te buigen. En initieel maken wij ook gebruik van internationale en Europese standaarden die voorbepalen hoeveel van een bepaald soort beweging dat er eigenlijk op een bepaalde tijdsverloop mogen gebeuren om niet in een gevaarlijke zone terecht te komen. Dus dat is een beetje hoe dat we initieel bepalen, hoe dat we initieel gaan opmeten welke beweging dat er gebeurt en ook gaan bepalen wat een risico is en wat er niet een risico is. En de tweede vraag, die ben ik heel even kwijt. Wat meet de wearable precies en op welke manier worden mensen bewust gemaakt van meer houdingen? Ja, dus die bewustmaking is een heel belangrijke als het gaat om gedragsverandering. En die bewustmaking is heel belangrijk dat er op het moment zelf ook feedback kan gegeven worden. Feedback achteraf komt heel vaak te laat. Dus daarom is het echt de bedoeling om met een trilsignaal in die wearable te gaan werken, zodanig dat er echt op het moment dat er een foute beweging gebeurt of herhaaldelijk gebeurt, dat er een trilsignaal komt. De bedoeling is om op het einde van de dag die persoon ook te kunnen laten terugblikken op wat er die dag gebeurd is via de app. Die app is er op dit moment nog niet, dus dat is ook iets dat in de toekomst nog moet verder ontwikkeld worden en waarvan dat de inhoud ook verder zal bepaald worden aan de hand van die testpiloten. Zodanig dat we er zeker van zijn dat die eindgebruiker ook echt meerwaarde ervaart aan dat product. Super. Une dernière question. Quels sont les critères, si tu en as connaissance, pour qu'un appareil soit considéré comme medical device? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces critères s'appliquent à ton innovation? In initiële fase gaan die nog niet van toepassing zijn op dit apparaat, omdat ze nog niet in een medische setting gebruikt worden. Dus het is eigenlijk echt een preventiesetting. Dus gelukkig gaan we in eerste instantie met die criteria nog geen rekening mee moeten houden. Maar op termijn, ik weet dat er naar een klinische setting gegaan wordt, dus dat er eigenlijk gegevens doorgegeven worden die bijvoorbeeld een diagnose ondersteunen of die een therapie ondersteunen, gaat dat zeker wel het geval moeten zijn. Dan zijn er inderdaad strengere standaarden rond de veiligheid, het gebruik van elektronica die daarin zit, waar dat er rekening mee gaat moeten gehouden worden. Maar dat is dus het langere termijn verhaal.
Merci beaucoup, Lisbeth, pour toutes ces explications, pour ce beau projet. Vous l'avez vu, on a eu des projets autour de Dankjewel. l'aquaponie, de la santé, de l'IT, du transport, la diversité des types de projets qui arrivent à nous chaque année est absolument fantastique. Et on va passer maintenant au dernier projet, qui n'est plus un lauréat de cette année-ci, mais qui est un lauréat de l'édition 2020. Bright Energy est dans le secteur de l'énergie, le nom est assez clair, c'est un projet développé par une fratrie, Sam, Arne et Lise, qui ont développé, je pense déjà depuis 3 ans, Bright Energy, et c'est un des lauréats qui démontre une très belle trajectoire de développement. Ils font d'ailleurs partie des fameux 6 finalistes de l'appel Sense qu'on a mentionné un peu plus tôt. Et nous avons donc proposé à Sam, qui a accepté en dernière minute, on leur remercie suite au petit changement de programme aujourd'hui, d'expliquer les éléments clés du parcours qui a commencé il y a déjà un petit moment, alors qu'on a rencontré des projets aujourd'hui qui sont beaucoup plus récents. Ça permet d'avoir un peu de recul et de voir quels sont les éléments clés de ce parcours de jeune entrepreneur. Donc merci beaucoup Sam pour ce partage. Je t'invite à prendre la parole. Merci. Dank u wel, Jérôme, voor de uitnodiging. Ik ga ook even mijn scherm doen. Wacht even, hè. Ik hoor ook nog de vertaalster. Zo, wij zijn Bright Energy. Wij voorzien hernieuwbare energie op de bouwwerf. En wij doen dat eigenlijk door de dieselgenerator te gaan vervangen met mobiele en modulaire batterijen. Wij combineren dat verder met software om zo een eenvoudige oplossing te bieden aan bouwwerven. Ik ga in deze presentatie kort vertellen wat we doen, maar voornamelijk het hebben over het traject dat we hebben doorlopen sinds vorig jaar. Dus wij bieden eigenlijk aan een bouwwerf hernieuwbare energie als dienst aan. We willen de ecologische oplossing eigenlijk de logische oplossing maken, door het zo eenvoudig en betaalbaar mogelijk te maken dat er eigenlijk geen goede reden meer is om te kiezen voor een generator in de plaats van een batterij. Dus het eerste luik daarin is de hardware. De batterij zelf die moet het mogelijk maken en die moet zo betaalbaar mogelijk blijven. Dus wij zijn met een modulair concept op de markt gekomen die de vorm, de grootte kan nemen die de bouwwerf nodig heeft, zodat er nooit een duur kapitaal op een bouwwerf staat die niet gebruikt gaat worden. Dus deze modulaire batterij wordt dan ingezet. Eens die op de bouwwerf staat, kan die ook nog slim aangestuurd worden. En daar komt het tweede luik in aanspraak. Waar we dus slimme software schrijven die de batterij oplaadt wanneer dat de energieprijzen laag zijn. Een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld aan een nachttarief in plaats van dagtarief. Maar andere markten zijn ook beschikbaar om de batterij slim te gaan inzetten. En het laatste luik is dan om dat voor de bouw zo eenvoudig mogelijk te maken, willen we dat als dienst aanbieden, waar ze eigenlijk een energieplan kunnen tekenen op een dashboard. Zeggen, wij gebruiken deze toestellen, vanaf dan weten we eigenlijk voldoende wat de energievraag zal zijn. Kunnen zij hem bestellen online, berekenen wij hoe groot de batterij moet zijn en installeren we die, zodat zij enkel nog maar de stekker moeten insteken en met groene energie kunnen werken. Dit is kort wat we doen. Het traject dat we hebben doorlopen is eigenlijk gestart bij Durf Ondernemen in de UGent. Kort daarna zijn we dus opgericht in oktober 2019. En omdat Durf Ondernemen zo heel nuttig is geweest en acceleratoren in het algemeen, proberen we altijd ons te omringen met mensen met meer ervaring op dat vlak. Dus zijn we gestart met Climate Kick, een groene acceleratorprogramma, een Europees acceleratorprogramma voor groene projecten. En we hebben ons ook ingeschreven voor het Albert van Hee Fonds. Die hebben ons eigenlijk redelijk vroeg al met het geld gegeven om meetinstrumenten te kopen. Om zo kennis op te doen over de markt en onze algoritmes eigenlijk daarmee te kunnen beginnen trainen. Daarna zijn we overgestapt naar de eerste aankoop van een batterij. Die werd gewoon in een container gestoken om de componenten te testen. Dat was ook zeer succesvol en met dat project hebben we dan kunnen verder indienen bij Vlaio, waar we een mooie subsidie hebben gekregen om de tweede helft van het traject te betalen, aangezien Vlaio maar de helft financiert. Hebben we een win-win-leningencampagne gestart, waar we ook een mooi bedrag konden mee ophalen. Tegen dan was het acceleratorprogramma van Climate Kick ook afgelopen en zijn we nu aan het deelnemen bij Started at KBC.
En is ons monitoringplatform ook apart gelaunched in beta. Dus nu, in plaats van dat het altijd met een batterijoplossing is, kun je ook meetoestellen ophangen op de werf zonder een batterij. Ook iets waar we door met de klant veel te gaan praten gemerkt hebben dat er heel veel vraag voor is. Nu is ons eerste commerciële prototype ook afgewerkt van de batterij zelf. Die zal volgende week eigenlijk naar een andere werf verhuizen. We hebben ook 2 mensen in dienst genomen. Hebben een aanvraag ingediend voor het Sensfonds, waar we volgende week ook voor gaan pitchen. En dan is eigenlijk het plan om begin volgende maand de versie 2 van het energieplatform, dus uit beta te gaan en ook daar betalende klanten op te laten. Dus de beta-testers zouden betalende klant worden en dan ook verder de uitrolling commercieel doen. En dan om in Q1 van 2022 met 10 batterijen eigenlijk op de markt te komen. Daar zijn we nu de financiering voor aan het zoeken in het traject met de Harbour, een combinatie tussen bankfinanciering en BMV eventueel. Dus dat was ons traject grotendeels. En dan het prototype evolutie die we hebben doorgemaakt dankzij het Albert van Heefonds, is eigenlijk dat we die meetoestellen hebben kunnen kopen. Daarmee hebben we enorm veel kennis kunnen opdoen over hoe groot een batterij dus moet zijn, ook om onze hardware te kunnen sizen. Daarna zijn we ons platform beginnen opbouwen, dat nu ook op de markt zal komen dus. En met die kennis zijn we dan overgestapt naar onze eerste prototype, dat hier te zien is. Dat was met die oranje container en de componenten die daar gewoon in zaten. En dan hebben we dit omgevormd naar een echt commercieel product dat je gewoon mocht transporteren, zonder dat je de batterijen eruit moet halen. Waar dat hier links, is niet echt zichtbaar op deze foto, ook de stekkers naar de buitenkant meteen zitten, dat ze gewoon kunnen inpluggen, waar dat de koeling geïntegreerd in is. Dus dat eigenlijk een volwaardig product is geworden. Zo dus was een klein voorstelling van het traject dat wij zelf hebben doorlopen. Indien er nog vragen zijn, beantwoord ik die graag. En jullie mogen mij ook altijd contacteren om samen de toekomst bright te maken. Dank u wel. Dank u wel, Sam. Ja, er zijn al vragen. Een van Casimir. Hoeveel emissies besparen jullie in vergelijking met een traditionele generator? En de tweede vraag, hoe goed kunnen jullie momenteel op commercieel vlak concurreren met traditionele generatoren? Ja. En wenst ook veel succes. Dank je wel. Iedereen, denk ik. Voor de emissies, dat was een deel van Climate Kick. Om daaraan deel te mogen nemen, moet je aantonen hoe groen je bent. Want dat is een Europees acceleratorprogramma waar er ook financiering achter zit. Dus dat was een deel daarvan. Nadat je geaccepteerd bent, moet je een officiële berekening laten doen. En wij hebben dan moeten doen een vergelijking tussen een dieselgenerator en een batterij. En echt van de hele lifecycle. Dus voor hoe een batterij gemaakt wordt, welke materialen daarin gaan. Hetzelfde met een dieselgenerator. Dan over de levenstijd tot wanneer dat hij ook gerecycleerd wordt. En daarmee is eigenlijk heel duidelijk geworden dat met een batterij besparen wij 65.000 kilogram CO2 per jaar, per werf die je doet. En dat gaat voornamelijk omdat een dieselgenerator enorm veel stationair staat te draaien. Dus die staat van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds continu aan diesel op te doen. Een beetje zoals een auto die voor het rood licht staat, staat die te draaien, te wachten tot wanneer dat de kraan een piek vraagt. En dat verdoet eigenlijk enorm veel diesel die ook nodeloos is. Dus de efficiënties zijn daar heel laag. En daarom zijn de CO2-besparingen ook enorm hoog. En dan op commercieel vlak is België eigenlijk de moeilijkste om te concurreren, omdat hier de diesel nog niet getaxeerd is. Dus dat is mazoet die ze mogen gebruiken. Dus dat is de helft van de prijs ongeveer als dat wij aan de tank betalen, aan de tankstation betalen. Dus hier is het moeilijker om te concurreren, maar zelfs dat, wij proberen een gelijke prijs, dus een price matching te doen met de dieselgenerator, maar wel value-based. Dus bij ons zit er een hele monitoring service bij. Een batterij is ook veel stiller, bijvoorbeeld voor in stedelijke gebieden, dat ze heel veel klachten krijgen. Dus dat is ook enorm waardevol, dat de batterij veel stiller is. We trekken heel veel in de batterij, zoals de zekeringen en een gekeurde installatie. Bij een dieselgenerator moet er nog apart gekeurd worden. Dus al die dingen sommen wij op om dan een globale kostvergelijking te doen met een dieselgenerator. En dan is de prijs eigenlijk
zo goed als dezelfde, vergelijkbaar aan een dieselgenerator. En de verwachtingen zijn eigenlijk dat dat enkel nog maar beter gaat worden, omdat er meer heffingen gaan komen op diesel, dat ook op verschillende plaatsen verplicht zal worden om een batterij te gebruiken, zoals in lage emissiezones en zo verder. Ja. Dus we zijn nu bijna concurrentieel op vlak van prijs en verwachten dat de trend is dat het nog meer eraan komt. Mon micro est éteint, pardon. Encore une question très intéressante de Tom, et ça se trouve justement que je voulais poser la même question. On a vu aujourd'hui, mais on le voit chaque année, qu'il y a des projets, ils commencent avec 4, 5, 6 étudiants qui sont partenaires, et que ce n'est pas toujours simple de mener un projet en nombre. On a souvent des changements dans l'équipe, il y en a qui partent, on cherche des nouvelles personnes. Vous êtes dans un cas assez particulier, vous êtes 3, et en plus, tu travailles avec ton frère et ta sœur. Est-ce que vous ressentez une difficulté parfois à arriver à conjuguer un projet comme ça à 3? Met 3, we zijn heel blij dat we met 3 zijn. En iedereen heeft een beetje zijn expertisevlak dat zo gegroeid is. Dus we hebben alle 3 iets anders gestudeerd ook. Mijn broer was zeer technisch, heeft industrieel ingenieur gedaan. Ik heb handelsingenieur gedaan en mijn zus rechten. En zij heeft er zelf nog financiering nu bijgestudeerd, omdat financiering een groot deel wordt, aangezien dat batterijen heel kapitaalintensief zijn. Dus iedereen heeft een beetje zijn expertisevlak, maar er is voldoende overlap om te blijven kunnen praten met elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb ook een deel financing gehad in mijn richting handelsingenieur. Ik heb ook leren programmeren, dus ik kan met mijn broer praten. En mijn broer heeft zelf ook een achtergrond in rechten, dus mijn broer en mijn zus kunnen over de rechten dingen ook veel praten. Dus er is een grote overlap. En wij vinden het eigenlijk een voordeel om met je familie samen te werken, omdat er is minder politicking. Dus wij weten heel zeker van elkaar dat we achter het project staan en dat dat niet persoonlijk is als we iets zeggen, is dat omdat we erin geloven dat het niet is om de andere iets van... er zit geen politiek in. Dus we zijn heel zeker dat alles wat gezegd wordt en gedaan wordt, dat dat eerlijk en oprecht is en dat we alle 3 achter voor hetzelfde doel staan. Dus er kan rechtuit gesproken worden. En dat vinden wij een heel groot voordeel aan familie zijn eigenlijk. Et peut-être une toute dernière question. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ce parcours où vous avez un moment pensé on va s'arrêter, où vous avez peut-être un peu perdu l'espoir, et qu'est-ce qui a fait que dans ces moments de doute qui sont normaux dans un trajet entrepreneurial, vous avez néanmoins trouvé la capacité de continuer? We komen eigenlijk onlangs uit een beetje een lastige periode. Dus we waren aan het samenwerken met een bepaald ingenieursbureau en we wouden daarbij veranderen van een ingenieursbureau naar iemand nieuw die meer de schaling van de batterijen zou kunnen. En dan ondertussen, op hetzelfde moment was aan het gebeuren dat onze batterijleverancier, waar we mee samenwerkten en heel veel tijd hadden ingestoken om daar banden mee te ontwikkelen en goede contacten mee te onderhouden uit Duitsland, die heeft ons ongeveer in dezelfde periode verteld dat zij geen batterijmodules meer aan ons willen verkopen, omdat wij componenten wouden hebben in plaats van het volledige systeem. Dus wij wouden enkel de modules hebben, niet de omvormers, niet de kabels, niet de service die er rond zit. Dus die 2 zaken samen waren zeer hard, want we hadden heel veel tijd en geld gestoken in die engineering. We moesten dan een redesign beginnen doen met dat nieuw ingenieursbureau. Dus dat was een lastige periode. En wat ons heeft doorgehaald is misschien een oplossing vinden, want dus we zijn dan sterk op zoek beginnen gaan naar een nieuwe leverancier en eigenlijk zijn we er sterker uitgekomen. We hebben een betere leverancier gevonden, technisch, die eigenlijk moeilijker te bereiken was, maar omdat we die eerste tussenstop hadden van die andere batterijleverancier en ons eerste prototype al gebouwd hadden, konden we eigenlijk een stap verder gaan en naar een grotere leverancier gaan die ook al in ons project geloofde, omdat ze al zagen, oké, die mannen hebben al dat prototype gebouwd. Dus die tussenstap was nodig en nu zijn we er eigenlijk beter uitgekomen. En natuurlijk geeft dat dan veel energie, want wij hebben de prijs van de batterij met een groot stuk kunnen verlagen door naar die nieuwe leverancier te gaan.
heureux en tout cas que vous gardiez encore tout cet enthousiasme dans le développement du projet. On sait qu'on se donne rendez-vous pour le jury du Fonds Sens très bientôt. Malheureusement, d'autres questions sont arrivées, mais un peu tard. On va essayer de terminer à l'heure prévue, 17 h. Donc, merci en tout cas à Sam. Merci en fait à tous ceux et celles qui se sont exprimés. Vous avez découvert une partie des lauréats de 2021. Peut-être je vais inviter Sam à arrêter la caméra. Et donc, on vous propose de nous rejoindre à nouveau pour rencontrer 7 autres projets jeudi prochain, même heure, même rendez-vous, avec du coup des projets qui vont avoir un fil rouge autour des enjeux d'une économie plus circulaire. Pour la Fondation, le regard se retournera très vite vers 2022. En octobre, les étudiants entrepreneurs seront invités à postuler à la 4e édition de notre appel à projet. J'ai vu parmi les participants qu'il y avait énormément d'étudiants, donc j'espère énormément de candidats potentiels parmi vous. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité et en parler à votre incubateur. Je terminerai en vous partageant quelques rendez-vous de la Fondation, notamment autour de l'entrepreneuriat durable, dont je sens que c'est un sujet qui vous passionne. Nous vous donnons donc rendez-vous pour 3 événements. Le premier, c'est le 5 octobre, le SDG Forum. La Fondation y prolongera ces discussions, notamment en proposant un atelier sur le thème Youth and the SDGs, How to Boost Sustainable Young Entrepreneurship. On y croisera le regard de jeunes entrepreneurs, dont notamment Tulipal, qui est un lauréat de la Fondation que vous avez pu découvrir l'année passée, d'un incubateur, le Venture Lab, et d'un académique de la VUB, Nikolai Denchev. Également, il y aura un deuxième atelier qui sort de l'enjeu de l'entrepreneuriat pour aller vers l'enjeu de la finance, enjeu sacrément important pour le futur et pour nos sociétés. On y discutera de l'enjeu « Why learning complexity in finance is key for our leaders and sustainability ». C'est un atelier qui sera en partenariat avec l'ICHEC, l'UNAMUR et l'ULB. Et l'enjeu, ce sera d'aborder le besoin de former les leaders d'aujourd'hui à une vision plus systémique de la finance pour assurer des décisions plus propices au développement d'une économie durable, tout un programme. Ensuite, l'appel ERA pour les 10 prix de mémoire, de master et des prix de thèse de doctorat est actuellement en cours et se clôture le 10 octobre. Si vous avez autour de vous des étudiants qui ont rendu un mémoire innovant, systémique, avec une vision décloisonnée, c'est vraiment le moment de se porter candidat. Et enfin, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et notre excitation cette année-ci est particulièrement élevée vu ce continuum entre nos étudiants entrepreneurs et nos créateurs de start-up. Le Fonds Sens annoncera ses lauréats fin octobre, avec qui c'est parmi eux certains visages que vous avez découverts aujourd'hui. Je terminerai en remerciant Hanne et Sarah, les interprètes. Je crois que parfois, ça a été chaud pour pouvoir traduire certains intervenants qui parlaient parfois vite, mais elles l'ont fait brillamment, j'en ai aucun doute. Merci aux étudiants pour votre engagement pour une économie plus circulaire, plus sociale, plus en phase avec l'urgence climatique. Et merci à vous tous pour l'intérêt que vous leur avez témoigné. Je pense que tous vos messages les boostent pour le futur. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous retrouver.